Bienvenue toujours dans cette 12e édition de Futurapolis Planète. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints, merci aux fidèles. Je rappelle là encore, et ceux qui vont rester toute la journée vont me trouver particulièrement pénible, mais c'est important. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur menti.com en rentrant le code 5602 3504, en n'oubliant pas d'inclure votre nom et votre siège si vous voulez prendre le micro et qu'on vous voit en public. Sinon, ça peut être évidemment une question anonyme. Ou tout simplement en flashant ce QR code qui apparaît régulièrement. Alors une question très très simple qu'on va aborder matutinalement. L'énergie pas chère, c'est fini? Point d'interrogation. Pour certains, l'énergie bon marché est déjà un vestige d'hier, une parenthèse de l'histoire. Pour d'autres, une quête qui doit s'arrêter si on ne veut pas signer l'arrêt de mort de notre planète. Mais alors que la transition énergétique est souhaitée par tous, l'énergie nous rappelle qu'elle a toujours été en transition permanente. Soleil, feu, bois, charrue, vent, rivière, coque, vapeur, charbon, gaz, pétrole, atome, coque, faut pas confondre. Ces formes changeantes n'ont cessé d'éblouir les Prométhées avides de se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, mais peu disposés à en payer le prix. Alors demain, qui paiera la note, le fardeau de nos choix énergétiques face à la colère des dieux? Nos experts vont en débattre tout de suite. Voici Sylvain Panas, directeur régional Occitanie Total Énergie, Christian Gaulier, économiste, directeur général de la Toulouse School of Economics, Anissa Somtali, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, et Béatrice Parino, rédactrice en chef adjoint au Point, qui se charge de la modération. Sous applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour, merci à tous d'être présents. Merci en particulier à vous trois. Donc notre table ronde s'intitule « L'énergie pas chère, c'est fini ». Mais avant de répondre à cette question, évitez d'y répondre par un oui ou par un non. On va peut-être commencer à Anissa. Dites-nous si c'est anecdotique ou pas ce sujet énergie finalement pour nous, ou est-ce que c'est un sujet tendance à la mode? Ah non. L'énergie, pour les ménages, c'est quoi? C'est le chauffage, l'électricité, le transport, avec les voitures. Ça représente à peu près 10% de la dépense du ménage moyen. Et c'est d'autant plus important pour les ménages les plus défavorisés qui subissent de plein fouet les crises énergétiques. Donc c'est quand même une question primordiale. Et c'est surtout aussi un enjeu majeur pour la transition écologique parce que c'est source de pollution, c'est source d'émissions. Et c'est une question importante pour tout ce qui est justement transition écologique. Approchez votre micro, je ne vous entends pas assez. Merci. Mais Christian, cette transition énergétique, est-ce qu'elle a réellement démarré? Alors, c'est une question compliquée parce qu'elle dépend de l'endroit où vous la posez. En Europe, on a réduit nos émissions de CO2 depuis 1990 de 25%. On veut atteindre 55% d'ici 2030. Donc nous, on a déjà démarré. Alors ça s'est fait en partie par un transfert de la production, des biens les plus polluants vers les pays extra-européens. Donc c'est en partie incorrect de dire qu'on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup en abandonnant pas mal de secteurs à d'autres pays, donc avec une problématique de balance de paiement, d'emploi en Europe, avec ces désindustrialisations qui nous a posé quelques problèmes. Sylvain, alors vous bossez pas chez Total, hein, vous bossez chez Total Énergie. Vous m'avez bien dit qu'il y avait un S à la fin. Est-ce que maintenant, l'idée, c'est d'arrêter le pétrole? Je caricature à peine, c'est votre promesse. Mais pourtant, je crois comprendre que à la fin de l'année, vous allez votre quantité de pétrole est plus importante que celle de l'année dernière. Vous étiez sur 100 millions, ça sera 110 millions, me semble-t-il. Bah oui, parce que nous sommes dans une période de transition, la transition environnementale et transition énergétique.
que nous sommes en train, comme beaucoup d'acteurs de l'énergie, de développer massivement les énergies décarbonées, les énergies renouvelables, donc à l'échelle planétaire, mais que ça ne va pas assez vite, malheureusement, pour différentes raisons, pour en parler, et que le développement des énergies renouvelables aujourd'hui permet d'absorber à peu près 40% de la hausse du besoin énergétique mondial. Et donc le reste, il faut bien le fournir, parce que le monde est demandeur d'énergie, et notamment les pays du Sud qui cherchent à atteindre un niveau de vie qui s'approche du nôtre. Et pour cela, ils ont la nécessité d'avoir accès à une énergie pas chère et abondante. Donc c'est nous, Européens, pays riches, qui devons passer à la caisse ? Alors là, on arrive tout près de la conclusion déjà, mais il y a une certitude, je viens de le dire à l'instant, les pays du Sud vont devoir avoir accès à une énergie abondante et pas chère comme nous pour avoir notre niveau de vie, la santé, l'éducation, les congés payés, les loisirs, toutes les choses auxquelles l'humanité maintenant aspire et qu'ils n'ont pas. Si nous, on ne les aide pas, ça sera avec le charbon. C'est-à-dire que les pays du Sud vont avoir leur énergie qui va permettre leur développement avec le charbon. Et ça sera une catastrophe pour l'humanité et pour le réchauffement climatique d'une manière générale. Donc je pense que les pays du Nord vont devoir aider d'une façon ou d'une autre les pays du Sud à faire aussi leur transition énergétique. Et ça ne sera pas simple, parce qu'on a déjà du mal à la faire chez nous. Mais alors Christian a une super idée, c'est de nous taxer toujours un peu plus en mettant en place une taxe carbone. Alors, attendez, parce que d'abord, le point de départ quand même, c'est que la transition, pourquoi on est si en retard dans cette transition énergétique, dans la nécessité de baisser nos émissions de CO2, c'est parce que c'est très coûteux. Remplacer, je sais pas, moi j'aime beaucoup l'exemple de l'acier, remplacer des hauts fourneaux par des fours à arc électrique, électricité produite avec des panneaux photovoltaïques ou d'éolien, c'est beaucoup plus coûteux que de produire de l'acier avec des hauts fourneaux et du charbon. Des chiffres, c'est à peu près, allez, y aller à la louche, une tonne d'acier avec un haut fourneau, c'est autour de 650 €. Une tonne d'acier avec l'alternative décarbonée, on est plutôt à 1100, 1200 € la tonne d'acier. Donc c'est très très coûteux. Est-ce que les gens sont prêts? Parce qu'in fine, c'est les consommateurs qui payent ces surcoûts. Ça veut dire que tous les produits qui contiennent de l'acier vont avoir des prix qui vont augmenter si on oblige les sidérurgistes à basculer dans la décarbonation. Et donc c'est très inflationniste, c'est très attentatoire au pouvoir d'achat. Et donc c'est un problème politique. C'est un problème politique parce que c'est difficile de dire à vos électeurs du sang, des larmes, de la sueur pour le bien de l'humanité et en plus pour pas du pays, de l'humanité, des gens qui habitent de l'autre côté de la planète et puis plutôt qui vivront dans 20 ans, dans 50 ans, dans 2 siècles parce que ce CO2 va rester, ce CO2 qu'on émet aujourd'hui, il va rester dans l'atmosphère pendant des décennies, voire des siècles. Donc on est vraiment dans une problématique d'acceptabilité sociale où on demande aux gens de faire beaucoup d'efforts, des sacrifices en termes de pouvoir d'achat, en termes de sobriété, pour un bénéfice qui ne reviendra pas aux gens qui font ces efforts. Et on voit bien au niveau international, on est en pleine COP aujourd'hui, que chacun espère que l'autre va faire l'effort et avant de balayer devant sa porte. Alors là, quand même, une fois que vous nous avez décrit ça, moi je suis un peu pessimiste quand j'entends ça, parce que je ne vois pas quelle peut être la solution. D'autant plus que jusqu'à présent, toutes les transitions, elles ont été profitables dans le sens où des entreprises, les États ont pu en tirer profit. Là, je vois difficilement comment ça peut être le cas. Anissa, vous avez étudié, vous, un point particulier, parce qu'il y a eu une petite tentative d'intervention gouvernementale, petite pas en termes de milliards, parce que c'est quand même assez important. Vous avez étudié le fameux bouclier tarifaire qui a été déployé pour le gouvernement. Est-ce que se dire que ce type de dispositif serait pertinent à déployer à terme pour nous aider à faire cette transition serait une solution? Qu'est-ce que vous en avez vu, vous? Alors,
Le bouclier tarifaire, c'était une mesure d'urgence et je pense qu'il faut la remettre dans le contexte de la crise qu'on a connue, la crise des prix énergétiques. Et le souci qu'on pointe avec un bouclier tarifaire, ce sont des mesures qui concernent tout le monde, qui ne sont pas du tout ciblées, qui bénéficient à tous les ménages. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus incitatif pour une transition écologique. Mais c'est nécessaire parce que on ne peut pas se permettre d'avoir des ménages qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité. Et il faut savoir que ce genre de politiques sont très difficiles à mettre en place, en fait, et surtout dans un caractère d'urgence. Parce que si on avait fait une politique ciblée, en fait, il aurait fallu mettre en place des contrôles, et ça peut coûter très cher, et surtout, ça peut nuire à l'efficacité de ce genre de politique. Donc, il faut le voir comme une mesure d'urgence, mais pas comme une mesure, comme vous dites, permanente. La transition écologique, c'est quelque chose qui doit se planifier dans le temps, tant au niveau du financement que des investissements justement à réaliser. Vous avez dit que ça profitait à tout le monde, mais au niveau des ménages modestes, qui étaient les ménages ciblés, est-ce que ça a eu, en termes de proportion, moins d'effet finalement que pour les ménages aisés? C'est ce qu'il faut comprendre. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est pour les ménages aisés, ça n'aurait pas fait de différence de subir le coût en fait du prix. Des prix qui auraient potentiellement explosé. Il faut savoir que le prix du gaz sur le marché européen ont été multipliés par 10. Et ça, sur les ménages, les 20%, les 10% les plus aisés, ça pèse très peu. Mais par contre, pour les ménages les moins aisés, les plus en difficulté, là, c'est important. Christian, vous vouliez ajouter? Oui, le bouclier tarifaire, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une très mauvaise politique. Ce qu'on veut, c'est protéger les ménages les plus modestes de ce choc. Les ménages les plus aisés, ils savent gérer ce choc. Il est temporaire. Il est a priori temporaire. Rappelez-vous, quand même, la disparition du gaz russe sur le marché européen a multiplié par 10 le prix du gaz sur le marché spot. On en a limité les conséquences pour les consommateurs en France et dans certains autres pays, mais particulièrement fortement en France. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État doit, alors que c'est un appauvrissement du pays, enfin, je veux dire, aller acheter 10 fois plus cher une source, un produit particulier à l'étranger est aussi important que l'énergie, c'est un appauvrissement national et protéger tout le monde contre cet appauvrissement, c'est un non-sens. Enfin, on est appauvri de toute façon et la seule façon de ne pas s'appauvrir, c'est de ne pas acheter ce produit. Et donc, c'est la sobriété. Et la sobriété, ça passe par une augmentation des prix. Quand vous augmentez les prix, les gens achètent moins de ce produit plus cher. Donc la protection de l'ensemble de la population française n'avait pas de sens. Il fallait évidemment protéger la population, la partie de la population la plus modeste qui, effectivement, elle n'a pas les moyens de trouver des alternatives. Et on n'a pas fait ça. Donc c'est une vraie catastrophe. Ce qui s'est passé en 2022 est une histoire de dingue quand même, parce que on a été dans des situations où on a réduit l'offre d'énergie fossile. Alors c'est super de réduire l'offre d'énergie fossile parce que si vous réduisez l'offre, a fortiori, vous réduisez la demande, donc vous réduisez la consommation, donc vous réduisez les émissions, c'est super. Et beaucoup d'activistes pensent que c'est la solution. La solution, c'est d'aller interdire à Total Energy d'extraire le pétrole pour le mettre à la disposition des consommateurs. Mais on voit bien les conséquences de ça. Les conséquences de ça, c'est comment on transfère une réduction de l'offre en une réduction de consommation, on le fait par une hausse des prix. C'est le marché. D'accord ? Donc le marché va effectivement conduire à l'incitation à réduire la demande pour rééquilibrer offre-demande. C'est une augmentation des prix et donc effectivement une baisse de la consommation. On voit les conséquences sociales de ça. Elles sont catastrophiques dans les pays. Effectivement, on n'a pas mis de règles de protection des populations les plus modestes. Ce qui est incroyable, c'est que la plupart des activistes qui militent pour faire la même chose, mais en se l'imposant soi-même plutôt que de se faire imposer par Vladimir Poutine, réalisent pas que le mécanisme qui conduit la réduction de l'offre imposée par les activistes aux producteurs pétroliers en une réduction de la demande, ça se fait aussi par un mécanisme de prix. Pourquoi ne sont-ils pas en faveur d'une taxe carbone ? Vous m'avez posé la question tout à l'heure, qui conduit au même résultat. Taxe carbone, c'est augmentation de tous les produits carbonés et donc une réduction de la demande. Mais sauf que l'énorme différence entre la taxe carbone et la politique prônée par des tas d'activistes, c'est qu'au lieu d'enrichir les actionnaires de Total Energy, vous enrichissez les caisses de l'État que vous pouvez utiliser pour
compenser les ménages. Oui, les plus mais modestes. entre-temps, moi, à la pompe, je vais devoir payer, si je vous suis, le principe de la taxe carbone, ça arrive jusqu'à moi, consommatrice, et à la fin, je paye plus cher. Je devrais payer, je crois, mon litre d'essence 50 centimes plus cher. De toute façon, l'énergie sera plus chère, c'était votre question de départ. De toute façon, aujourd'hui, au niveau global, étant donné les technologies disponibles, remplacer des sources d'énergie pétrolières, gazières ou au charbon par des alternatives, aujourd'hui c'est plus cher, en particulier quand vous intégrez les problématiques d'intermittence de ces énergies renouvelables. Donc, enfin, passer d'un à l'autre, c'est plus cher. Donc, c'est nécessairement attentatoire au pouvoir d'achat. Que vous financiez ça par des subventions, je vous rappelle qu'un euro de subvention pour Monsieur X, c'est un euro de taxe pour Monsieur Y. Donc, la subvention, c'est aussi un coût qui est un peu plus déguisé que la taxe carbone. Effectivement, un des problèmes, c'est que la taxe carbone, c'est une démonstration immédiate qu'on demande aux gens des sacrifices. Alors que la subvention, c'est déguisé, on ne réalise pas que... Je vous donne un exemple. Depuis 15 ans ou depuis 20 ans en France, pour inciter à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des particuliers, eh bien, on leur offre des tarifs garantis sur une période de 20 ans à des tarifs qui sont largement supérieurs au coût de production au nucléaire ou au charbon ou au gaz naturel en France. Où se trouve ce surcoût? Ce surcoût, il se trouve dans la facture d'électricité des gens. Ce n'est pas une taxe carbone, mais le résultat est le même. On augmente les coûts, donc on est attentatoire au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. C'est bien pire pour les panneaux photovoltaïques parce que où va l'argent? L'argent va aux propriétaires de toits qui ont pu installer ces panneaux photovoltaïques. C'est plutôt des gens qui sont pas locataires de HLM, ce sont des propriétaires immobiliers, donc c'est plutôt des C+. Alors que la taxe carbone, qui va aussi avoir le même résultat qu'augmenter le prix de l'énergie, il va aller à nouveau dans les poches de l'État qui peut les utiliser, qui peut utiliser cet argent pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes. Peut-être Sylvain, parce que Christian a évoqué cette superbe idée d'augmenter le prix de l'essence, mais ces 50 centimes que je paierai en plus n'iraient pas dans les poches de votre entreprise. Ça vous paraît une bonne solution ou ce que vous voyez, vous, dans l'attitude des clients, ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas fonctionner? Alors, j'ai entendu beaucoup de choses là. On n'est pas d'accord sur tout, mais on a quand même des points d'accord. D'abord, on ne gagne pas 50 centimes sur le carburant. Moi, ma marge, c'est à peu près 1 centime par litre. Et en ce moment, c'est négatif. Quand vous achetez un litre de carburant, vous achetez 65% de taxes. Donc, quand vous achetez 2 euros de carburant, vous achetez 1,30 € qui vont dans les poches dans l'État. Moi, je suis collecteur d'impôts, finalement. Aujourd'hui, c'est la réalité. On a un point de désaccord, ou je ne sais pas, mais on ne peut pas imaginer que ce soit le consommateur final qui paye la transition énergétique. Quelqu'un d'autre doit le payer. Et ça ne peut pas être le consommateur final. On est sur un sujet où on est sur de la cohésion sociale au niveau international. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde. L'énergie n'est pilotée que par le prix. Et donc, au-delà des 9-10% que représente la part de l'énergie dans le budget, on va au fight, partout dans le monde, et surtout dans nos pays. Donc, on ne peut pas imaginer que ça soit le consommateur final qui paye. Pourtant, la transition énergétique en cours, elle a un coût. Elle a un coût monstrueux, parce qu'on est en train de conserver le système énergétique existant, quelle énergie fossile, qu'il faut entretenir, pour des raisons notamment de sécurité. Et il faut aussi investir massivement dans les nouvelles énergies. Chez Total Energy, par exemple, c'est un tiers de nos profits qui servent à maintenir les outils existants, un autre tiers qui sert à investir dans de nouveaux projets fossiles, que ça ne plaise ou non, mais on est obligé pour répondre à la demande mondiale. Non, mais là, je ne suis pas contre. Hein. Voilà. Et un dernier tiers pour développer le renouvelable. Le sujet, il est physique. Une énergie renouvelable, par essence, elle n'est pas dense et elle n'est pas super efficace. Avant d'avoir accès, Boris l'a dit en introduction, au charbon, au pétrole, nos premières énergies étaient renouvelables. Et on a tous accéléré nos développements industriels dans nos pays et on a la qualité de vie qu'on a aujourd'hui à cause, ou grâce, je ne sais pas, aux énergies fossiles. Là, on est en train de faire un petit retour en arrière. On dit, le fossile, ça nous a permis de nous développer, nous, mais ça émet du CO2, donc ça met le bazar, donc il faut qu'on passe à un nouveau système. Ce nouveau système est très coûteux. La question qui se pose, c'est qui le paye? Et ça ne peut pas être le consommateur final, c'est une certitude. Mais pardon, moi, je suis totalement
nul, mais vous dites que ce n'est pas le consommateur final, mais ça sera toujours le consommateur final. Vos investissements, l'État, c'est les impôts, et vos investissements, c'est les prix à la fin. Oui, mais vous avez abordé une piste qui est peut-être bonne tout à l'heure. C'est que le coût de l'énergie n'impacte pas les ménages de la même façon en fonction de leurs revenus. Et que, à mon avis, effectivement, les catégories socio-professionnelles qui vivent au centre-ville des villes, qui ont des menus de revenus un peu importants, sont peut-être plus aptes, donc par l'impôt peut-être, à payer la transition énergétique. Mais Sylvain, regardons, je veux dire, là, on le voit bien depuis maintenant 4 ou 5 décennies, depuis le premier choc pétrolier en fait. Le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis, c'est 80 centimes le litre. Donc le consommateur américain, il paye 80 centimes le litre d'essence à la pompe. Alors c'est des dollars par gallon, mais quand vous traduisez, ça fait 80 centimes. Donc, et c'est vrai depuis des décennies. Et nous, depuis des décennies, en fait, le prix d'essence à la pompe en réel n'a pas beaucoup changé par rapport au début des années 80. Donc on paye 3 fois plus. La conséquence, c'est quoi? C'est aux États-Unis, ils ont des grosses bagnoles, ils ont des passoires thermiques. Enfin, moi, j'ai habité aux États-Unis un certain nombre d'années. C'est ahurissant, quoi. Vous habitez un immeuble, vous n'avez pas de thermostat. La seule manière à New York de se refroidir l'appartement, c'était d'ouvrir la fenêtre quand il y avait moins 10 à l'extérieur. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Américains, ils ont l'énergie vraiment pas chère, et donc ils en consomment beaucoup. Rappelons-nous, les Américains émettent 19 tonnes de CO2 par an et par personne, nous en émettons 5 ou 6. La différence, c'est le prix. Et donc, il faut maintenir le prix de l'énergie élevé pour inciter à la décarbonation. On va écouter un petit peu Anissa aussi, messieurs. Oui, bon, après, sur la consommation par habitant, c'est aussi le mix énergétique qui joue aussi. Donc, c'est parce qu'en France, nous avons la chance d'avoir une énergie électrique qui est nucléaire et du coup à faible émission, donc ce qui permet de diminuer aussi la consommation par tête. Alors après, bon, c'est pas une table ronde sur le nucléaire, donc on va éviter de rentrer dans le sujet pour ou contre le nucléaire, mais ça reste une piste pour la transition. Alors, je vais juste rectifier un truc, parce que je sais qu'on est dans le pays du nucléaire et j'y travaille il y a très longtemps. Quand on pense énergie en France, on pense systématiquement nucléaire, c'est le premier truc qui nous vient en tête, mais c'est faux. En fait, la moitié de l'énergie qu'on consomme dans ce pays, c'est du carburant. Un quart, c'est de l'électricité, composée essentiellement nucléaire et hydraulique, et ça, c'est génial. Et un quart du gaz. Et donc, faire la transition énergétique, c'est avant tout décarboner la mobilité dans ce pays. Ça va être le sujet majeur. Oui. Et du coup, on n'est pas prêt d'y arriver, on est d'accord, parce que le carburant, il n'est pas assez cher. Alors, là, je sais qu'on a un petit sujet. En fait, techniquement, il n'est pas assez cher. Socialement, il est trop cher. J'ai fouillé un petit peu dans les données de l'INSEE ce matin avant de venir, pendant mon café. Il y a 50 ans, donc en 1974, avec 1 heure de SMIC, on pouvait se payer 3 litres d'essence. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec 1 heure de SMIC, on se paye 6 litres d'essence. C'est-à-dire que le carburant, c'est plus facile d'y avoir accès aujourd'hui qu'à 50 ans. Et donc, c'est pas assez cher si on veut décarboner. C'est une évidence. Donc, en fait... mais socialement, si on passe les 2 euros, c'est une catastrophe. C'est sûr que les produits de première nécessité et l'énergie, pardon, excusez-moi Anissa, vous vouliez dire quelque chose? Je pense que c'était à peu près la même chose, c'est que ce n'est pas juste le carburant pour les transports, mais c'est aussi l'énergie le carburant qui est utilisé pour la production de pratiquement tous les biens qu'on consomme sont riches en carburant, et il y a aussi la part du poids des imports, en fait, de l'énergie, de la consommation carbonée dans les imports. Mais ce qui me fait dire, parce que vous disiez qu'on devait faire des efforts pour nous, mais aussi pour les pays du Sud, est-ce que nous, Européens, ne sommes pas excessivement vertueux? Est-ce que nos objectifs ne sont-ils pas trop élevés? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire juste un petit peu moins et y arriver, et tenter d'imposer, d'inciter par X mesures, les Indiens, les Chinois, eux, à faire des efforts? Est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus efficace que nous? Oui, ça c'est une super question, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné l'engagement de l'Europe, ce qu'on a déjà fait,
aller chercher avec les dents les tonnes de CO2 à réduire dans notre système de production et dans notre mode de vie, c'est plus coûteux que dans des pays où on n'a encore rien fait. Aujourd'hui, par exemple, remplacer, alors je sais que ça ne va pas rendre les écologistes très heureux, mais la chose sans doute qui permettrait le plus rapidement, le plus efficacement de réduire tout de suite les émissions de CO2, tout de suite j'entends dans les 5 prochaines années, c'est d'éliminer le charbon et de le remplacer par du gaz naturel. Alors, sans doute Sylvain, vous êtes content. mais non, pourquoi? Parce que pour produire 1 kWh, vous émettez 2 fois plus de CO2 quand vous utilisez du charbon comme vecteur que quand vous utilisez du gaz naturel. 2 fois plus. Donc quand vous basculez du charbon au gaz naturel, vous divisez par 2 vos émissions de CO2. Ça représente une part absolument très importante en Chine, en Inde, effectivement, d'émissions de ces pays-là. Et ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher parce que, et en particulier, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 10 ans. Les États-Unis, en développant le gaz de schiste, alors là aussi c'est un sujet, excusez-moi, je sors des cadavres du placard, mais en utilisant le gaz de schiste, ils ont réduit le prix du gaz par rapport à, les Américains, ils payent leur gaz naturel 5 fois moins cher qu'en Europe, il faut quand même se le dire. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils ont autorisé le développement du gaz de schiste que nous avons refusé. Et donc maintenant, on importe du gaz américain, du gaz de schiste que nous-mêmes, nous avons refusé d'explorer et d'exploiter. Et il a permis à l'Europe de passer l'hiver dernier. Et exactement, merci les États-Unis. Mais ce que je voulais dire, c'est que, étant donné ces faibles coûts du gaz naturel, en fait, les Américains, ils n'ont fait aucune politique climatique consistante. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont développé le gaz de schiste, et le gaz de schiste est venu se substituer au charbon pour produire l'électricité dans les pays, dans les États de l'Est qui étaient fortement dépendants. Et ça a permis de baisser de 10% l'émission de CO2 aux États-Unis. Et bien, donc ça, la Chine, si la Chine, l'Inde, l'Indonésie pouvaient faire la même chose, ça aurait effectivement un impact très important en termes d'émissions de CO2 pour un coût qui est beaucoup plus faible que si on devait le faire nous-mêmes en Europe, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on était à COP28, à la 28e COP, et on est toujours au même problème de savoir comment coordonner, comment rendre cohérent et le moins coûteux possible pour l'humanité cette transition énergétique. On n'y est pas du tout. Cette question s'adresse à tous les trois. Vous allez avoir peut-être certainement des réponses différentes. Elle est sur les énergies nouvelles dont on entend parler, le biokérosène, par exemple. Est-ce que l'offre qui est disponible nous permettrait de transiter vite, ou on est en train de se bercer d'illusions? J'ai 3 chiffres. Donc nous ici, on est à Toulouse, c'est la ville de l'aéronautique. Donc évidemment, Airbus est un client. Nous leur vendons du kérosène et du biokérosène, ce qu'on appelle des SAF, Sustainable Aviation Fuel. Bon, j'ai un chiffre. Et ben voilà, un joli avion. Oui, c'est sympathique cet avion. Donc ces SAF, c'est biokérosène pour l'aviation, sont fabriqués à partir d'huile usagée et de graisse usagée. Nous, on a fait un rapide calcul de coin de table. Si on arrivait à collecter toutes les graisses usagées et toutes les huiles usagées de la planète pour en faire des biocarburants pour les avions, on couvrirait 10% du besoin de l'aéronautique mondiale. Et avec ces mêmes graisses et ces mêmes huiles, on veut aussi faire du biogaz, on veut aussi faire des carburants pour les camions et les voitures, on veut aussi faire des biomatériaux, parce que n'oublions pas que si on supprime le pétrole, on n'a plus de plastique. Voilà. Donc, en fait, on va participer à la décarbonation avec les biocarburants, mais on ne va pas sauver la planète avec ça, quoi. Justement, en fait, ça met le doigt sur le fait que c'est le problème. La solution de ce problème ne vient pas de l'offre, mais plutôt de la demande. Donc, en fait, l'effort vient justement de la part des consommateurs à réduire leur déplacement en avion, de manière à baisser la tension sur la demande en gaz. Et justement, c'est ce qu'on appelle le comportement de sobriété, qui fait partie des enjeux majeurs pour la transition écologique. Avec une taxe carbone, alors que le secteur de l'aviation est pratiquement pas taxé à cause de la Convention de Chicago. On n'a pas le droit, entre guillemets, de taxer le kérosène, qui est un scandale mondial absolument incroyable, qu'il faut absolument outrepasser. Effectivement, Sylvain, il a raison. Avec les biofuels, on n'y arrivera jamais. La seule solution, c'est d'avoir du kérosène totalement vert, qui ne repose pas sur la production l'utilisation d'huile usagée ou
ou développement de végétaux qu'on pourrait transformer en biofuel. Non, la seule solution totalement décarbonée pour l'aviation, aujourd'hui viable, c'est le e-kérosène. Et le e-kérosène, c'est le kérosène produit avec de l'électricité verte. Donc vous produisez l'électricité que vous utilisez pour l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, vous récupérez l'hydrogène, vous la mélangez avec du carbone et ça vous fait du kérosène. Prix de ça, 7 fois plus cher, c'est 7 fois plus cher, 5 fois plus cher. Non, x10 quasiment aujourd'hui. L'objectif c'est x7, mais aujourd'hui on est à x10. Ouais, c'est ça. Du x10, c'est le coût de production qui est... 10 fois plus cher d'avoir de l'e-kérosène que du kérosène, étant donné le prix du baril de pétrole aujourd'hui sur le marché. Et en termes d'investissement, Sylvain, entre une plateforme pétrolière et se lancer dans l'éolien, pour vous, entreprise, c'est quel coût? Parce que vous nous aviez montré les arbitrages, un tiers. On a 6 raffineries en France, 4 sont déjà transformées en bioraffineries, c'est-à-dire 4 de nos raffineries françaises ne raffinent plus de pétrole, mais raffinent des huiles et des graisses. C'est à chaque fois qu'on fait une transformation d'une raffinerie, c'est 500 millions d'euros. Donc c'est massif, ce sont des investissements massifs. Pour répondre au sujet des e-kérosènes, il faut déployer des productions d'énergie verte donc du renouvelable, de façon massive, pour pouvoir produire de l'hydrogène vert avec de l'eau, qui n'existe peut-être pas beaucoup, et des électrolyseurs industriels qui sont aussi compliqués à construire. Si je reviens juste sur mon métier, qui est de produire de l'énergie, il va falloir développer des énergies vertes de façon massive. Mais quand je dis massif, c'est d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui pour développer des projets beaucoup plus gros. Moi, aujourd'hui, en Occitanie, pour sortir un parc d'éoliennes, il me faut 13 ans. C'est-à-dire que pendant 13 ans, je paye des ingénieurs, des juristes, une équipe entière pour développer un parc 13 ans. Le sujet, il n'est pas technique, parce qu'aux États-Unis, pour sortir un parc d'éoliennes, il me faut 1 an. 13 ans en France. Et donc en France, quand même, on a un sujet d'acceptabilité, de permitting. Enfin, c'est 2 coffres de voitures break remplis de papier, c'est 14 permis pour sortir un parc d'éoliennes en France. C'est juste, à ce rythme, c'est pas possible. Et le risque, en fait, parce que cette transition énergétique, elle va se faire. Moi, je suis très optimiste. Mais le risque, il est industriel et économique pour la France, c'est qu'elle se fasse ailleurs. C'est-à-dire qu'on aille produire de l'hydrogène vert ailleurs, à des endroits où on peut faire de l'électricité verte, donc des endroits où il y a de la place, du foncier pas cher, et où Madame Michu, elle ne vient pas vous embêter avec des recours contre votre permis, et qu'on fera voyager à travers le monde des barils d'hydrogène comme on fait voyager du pétrole. En fait, c'est le risque. Oui, mais moi, une éolienne à côté de chez moi, j'ai pas très envie, d'autant plus que semble-t-il, de ce que j'ai lu, le prix de mon bien baisse si j'ai une éolienne à côté de chez moi. Donc, vous êtes bien sympathique. Effectivement. Donc, y a un problème. En fait, il n'y a pas d'énergie renouvelable qui n'implique pas un impact négatif sur les citoyens. Et l'exemple de l'éolien est assez intéressant. Je pense que pendant longtemps, on a pensé que l'éolien avait toutes les vertus. En fait, elle a un impact sur nos paysages qui est considéré par beaucoup de gens, pour le meilleur et pour le pire, comme désagréable. Et donc, je connais une étude anglaise qui a testé, qui a regardé l'impact sur le prix de l'immobilier de l'installation d'une éolienne sur votre territoire. Eh bien, ça a un impact négatif. Donc, ça montre que les gens ne sont pas prêts à acheter au même prix une maison qu'une autre maison parce que la première est confrontée à un problème d'éolien dans le paysage, et cet impact est de 5%. Donc en moyenne, vous baissez de 5% la valeur de votre bien, votre patrimoine, et pour beaucoup de Français, l'immobilier est le patrimoine, la source de patrimoine numéro 1. Réduire de 5% la valeur de votre patrimoine, je comprends qu'il y a plein de gens qui ne sont pas pour. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu trouver un système de compensation, parce que, rappelons-nous quand même, c'est quand même un sujet bobo, parce que l'électricité est beaucoup consommée par les citadins, et si on la produit dans la ruralité, on peut comprendre qu'on a un problème de cohésion sociale entre la ruralité et le monde de la ville. Donc il faut trouver aussi un système de compensation pour les habitants qui accepteraient d'avoir ces éoliennes, qui sont effectivement totalement indispensables. Et regardez, moi j'étais il y a 2 mois à la nuit de l'écologie organisée par les Républicains, avec
tous les pontes du parti présent, venant écouter Jean-Marc Jancovici, Christian Gollier et d'autres, extraordinaire. Tout le parti, ils sont pleins de verre dans la bouche, mais alors sur l'éolien, c'est niet, niet et niet. Anissa, vous nous avez parlé de la nécessité de planifier cette transition énergétique. Quelles pourraient être les étapes pour l'objectif final et à quel horizon? Alors, juste pour revenir rapidement sur l'éolien, justement, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, il y a un coût pour le consommateur, mais ça, en fait, quand on considère un horizon long terme et qu'on compare en fait les coûts-bénéfices nets de chaque source d'énergie, au final, en fait, si on ne fait pas l'éolien, qui certes coûterait 5% du patrimoine des Français, c'est quoi? On va rester avec des énergies carbonées qui vont avoir des conséquences délétères en termes de changement climatique. Et l'année 2023, c'est un peu l'année bingo sur les conséquences et l'illustration des dangers du changement climatique entre les variations de température extrêmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en été, des vagues de chaleur vont forcer les gens à passer à la climatisation, donc encore plus de demande énergétique. Ça veut aussi dire qu'en hiver, on va avoir des hivers très très froids qui, pour l'instant, on a une dépendance au gaz, mais ça pourrait être à l'électricité si ça passe plus aux pompes à chaleur, sans compter les logements qui sont mal isolés, donc qui remettent une tension en plus sur les habitants. Ça va aussi passer par des incidents climatiques comme des tempêtes qu'on a eues qui détruisent encore plus du patrimoine que 5%, à une magnitude beaucoup plus importante que 5% du patrimoine. Des gens ont perdu leur maison. Il y a des inondations. Enfin, on est quand même assez conscient des risques potentiels. Et ça touche pas que les citadins, ça a touché les villes côtières, ça a touché... On est d'accord, on est totalement d'accord. Vous avez tout à fait raison qu'il faut, en face de ces sacrifices demandés, regarder les bénéfices de ces sacrifices. Et bien entendu que ces bénéfices sont largement supérieurs pour beaucoup d'actions climatiques, beaucoup supérieurs aux coûts qui est demandé à la génération actuelle. Mais le problème, c'est que les coûts sont pour la génération présente, ce sont eux qui élisent leurs élus, et les générations futures, elles ne sont pas représentées au Parlement. Oui, donc il y a un télescopage des temporalités. Oui. Il y a Boris qui nous rejoint. Il a sa petite tablette, donc ça veut dire qu'il a des questions du public. Absolument. Non, on va prendre les questions du public. Alors, on va nous les afficher pour qu'on puisse les découvrir ensemble. Enfin, en tout cas, nous, sur le plateau. Il y a quelques siècles, l'énergie de l'Europe était basée sur le bois. On avait déforesté, on s'apprêtait à une crise économique. Et puis, la vapeur est arrivée. Retour d'un cycle aujourd'hui? Et si oui, ce serait quel type de cycle? Oui, alors effectivement, il faut bien avoir... il n'est pas impossible, qu'on trouve... et il y a beaucoup d'efforts dans le monde de l'hydrogène, dans le monde de la batterie, l'éolien et le photovoltaïque, ayant bien en tête tous les progrès technologiques qui se sont réalisés depuis qu'on sait qu'on va devoir basculer sur des modes décarbonés. Donc il se passe des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de techno-optimistes qui pensent qu'on est déjà en marche et qu'on va y arriver parce que finalement, alors que moi je dis qu'aujourd'hui, avec mes voisins, c'est très coûteux de basculer, mais on a bon espoir que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, on ait des technologies de production d'énergie qui soient encore moins chères qu'aujourd'hui. Et donc effectivement, à ce moment-là, on aurait un petit peu les mêmes schémas qui se sont passés dans l'histoire, en particulier les 3 derniers siècles, où effectivement, il y a Jay Vons, un économiste du début du 19e siècle, qui disait c'est une catastrophe, on va bientôt plus avoir de charbon, il faut absolument basculer sur autre chose. Et en fait, d'autres choses sont arrivées, le pétrole, le gaz naturel, l'électricité. Peut-être qu'on est dans cette situation-là. Il y a Sylvain qui veut réagir. Ouais, ce qui est intéressant sur ce que dit Christian, mais finalement, chaque nouvelle énergie qu'on a utilisée, Jean Covici, qui est un copain, le dit très bien, elle n'a jamais remplacé la précédente, elle est intervenue en plus pour absorber une hausse du besoin énergétique mondial. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a créé une nouvelle source d'énergie, une nouvelle forme d'énergie, tu les as cités en introduction tout à l'heure, Boris, c'est pas une qui est venue remplacer l'autre. À chaque fois, on a superposé. Et aujourd'hui, le renouvelable ne vient se substituer à quasi rien. On vient remplacer, on vient absorber la demande énergétique mondiale, en fait. Anissa, vous souhaitiez réagir sur cette question? Non. Très bien.
Je voyais écouter religieusement vos... L'éolien, c'est moche, ça fait baisser les prix, le nucléaire, c'est du risque, le pétrole, ça pollue, le solaire, c'est le seul acceptable socialement, non? Pourquoi on n'en fait pas plus? Non, le solaire n'est pas le seul acceptable socialement. Je suis désolé, moi j'ai des projets solaires dans la région où j'ai des ZAD qui se mettent en place, où les gens ne sont pas d'accord, où ça fait baisser le prix de l'immobilier. Donc non, le solaire n'est acceptable nulle part. Et mettre 3 panneaux solaires sur le toit de sa maison, ça ne suffit pas. Il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Les besoins énergétiques sont tels que ça ne suffit pas. Et ce qu'on doit faire plus, c'est de la sobriété, mais on n'y arrive pas. En fait, on fait des maisons, des logements où l'efficacité énergétique s'est considérablement améliorée. Mais dans le même temps, on a augmenté plus vite la taille des logements. En réalité, on consomme de plus en plus d'énergie pour nos logements. On a amélioré l'efficacité énergétique des voitures pour la mobilité et des camions, mais on fait des véhicules toujours de plus en plus lourds et qui parcourent toujours plus de kilomètres. En réalité, on consomme plus de carburant maintenant qu'à 20 ans. Il faut être plus sobre, ça sera la clé. Béatrice. Non, c'est juste peut-être pour nos interlocuteurs, est-ce que justement être plus sobre, c'est très présent dans le discours public, on nous demande, on nous suggère de faire des petits actes quotidiens, est-ce que c'est anecdotique ou ça peut changer un peu la donne, ça peut permettre de diminuer la pression sur la demande ? On l'a vu, en tout cas en 2022, notamment pendant la mise en place du bouclier tarifaire, il y avait... Bien dans le micro qu'on vous entend. Il y avait toute une campagne menée par le gouvernement pour inciter à la sobriété énergétique qui avait été assez importante. Et ça s'est retrouvé dans les chiffres. La consommation a effectivement baissé. Alors, est-ce que c'est en réponse au gouvernement ou est-ce que c'est plus par peur d'une montée des prix ? On peut se poser la question, mais les gens sont quand même une conscience collective a quand même été éveillée. Oui, enfin, quand même, une bonne partie de la baisse 2022, c'est la baisse du côté de la production. Les consommateurs n'ont pas tant que ça réduit leurs émissions de CO2, leur consommation d'énergie. Oui, mais le problème à nouveau, dans tout ça, pourquoi on n'en fait pas plus? C'est vrai qu'en France, on a beaucoup à dire, mais pourquoi Total Energy ne baisse pas sa production? Pourquoi les entreprises restent toujours aussi carbonées? Mais c'est parce que les alternatives sont plus coûteuses et que ces surcoûts, ils sont in fine portés par les citoyens, et ces citoyens, ils ne sont pas prêts à faire beaucoup. Enfin, le mouvement des Gilets jaunes est encore dans tous les esprits, il est dans tous les esprits au-delà de la France. Moi qui me promène beaucoup à l'étranger, la constatation est que plein de gouvernements avec qui je parle sont effrayés par ce qui s'est passé en France, et ça sclérose, et ça réduit vachement les motivations des politiques à vouloir faire quelque chose, à organiser la société pour que, effectivement, on en fasse beaucoup plus qu'aujourd'hui, ce qui est totalement indispensable compte tenu des désastres qui nous attendent dans les décennies à venir. Que penser de la mise en place de taxes carbone pour les produits importés dans l'Union européenne? Question pour toi. Non, allez-y. On va essayer de trouver une question où ce n'est pas Christian qui répond. Alors, oui, effectivement, donc l'Union européenne, alors c'est un miracle, c'est extraordinaire. Je suis plein d'optimisme au niveau de l'Union européenne parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais l'Union européenne a décidé vraiment de prendre le taureau par les cornes, malgré les extraordinaires problématiques d'acceptabilité sociale. L'Union européenne est en train de mettre en place des mécanismes de prix du carbone, que ça soit effectivement des ajustements carbone aux frontières ou que ce soit l'établissement d'un deuxième marché de permis d'émission qui va couvrir l'ensemble de la mobilité et du chauffage de l'ensemble des consommateurs européens. Donc oui, c'est une très bonne idée d'avoir des ajustements carbone aux frontières parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde que l'Europe parvienne à réduire de 55% ses émissions de CO2 d'ici 7 ans. Ce qui va nécessairement impliquer des pénalisations massives des producteurs les plus émetteurs de CO2 et qui sont en concurrence avec des producteurs étrangers qui ne subiraient pas ces pénalisations. Et donc l'énorme risque auquel on est confronté pour atteindre ce résultat, c'est qu'on voit simplement une confirmation de ce qu'on appelle des fuites de carbone, c'est-à-dire les producteurs les plus carbonés vont aller s'installer ailleurs et vont nous importer leurs produits de pays qui n'auraient pas pénalisé leurs émissions de CO2. Et donc ça, pour empêcher ça, il faut absolument que les importateurs de produits carbonés payent le même prix du carbone que les producteurs qui sont sur le continent européen. Et ça, ce sont des ajustements carbone aux frontières. Ça marche, on est en train de mettre ça en place en Europe. On va pouvoir à la fois décarboner nos sociétés et ne pas désindustrialiser nos pays, qui serait une catastrophe.
Anissa, vous voulez ajouter quelque chose sur... Sur la carbone au fond. Ouais. Non. Un constat en 2023, les investissements privés dans les énergies fossiles restent largement supérieurs à ceux dans les énergies renouvelables en France et dans le monde. Pourquoi? Alors, Bon, ce n'est pas la peine de lever le doigt, Monsieur Panas. C'était vous qui allez répondre à ça. Alors, en France, c'est faux, puisqu'en France, on n'investit plus dans les énergies fossiles, ou très peu, et on investit massivement dans le renouvelable. Donc, en France, pour le coup, c'est un pays qui est en train d'investir massivement dans le renouvelable, et pas que Total Énergie tout seul, c'est l'ensemble des énergéticiens et du public aussi, hein, parce que c'est privé et public qui investissent ensemble pour le développement du nouveau système énergétique. Et c'est à mon avis une réussite, et la France est à peu près exemplaire sur ce sujet-là, donc on peut le dire haut et fort. Hein. Je crois que c'était un petit peu aussi le thème de Futurapolis. En France, ça va bien, on vit bien, on a une bonne qualité de vie, on a un bon système de santé, on a un bon système éducatif, on a les congés payés, on a Boris et on a Futurapolis. Enfin, on vit dans un pays où ça va bien et où le monde énergétique de ce pays va bien. Attendez, pourquoi il y a encore tant d'investissements dans le secteur fossile? C'est parce que c'est très profitable. Ça restera très profitable tant qu'on n'aura pas une taxe carbone. Alors, c'est profitable pour les énergéticiens et c'est aussi profitable pour les pays qui le demandent. Encore une fois, les pays du Sud qui cherchent à avoir notre qualité de vie le feront en ayant accès à une énergie abondante et pas chère. Et cette énergie abondante et pas chère aujourd'hui, malheureusement, c'est le charbon. Alors moi, ça, j'en fais pas, ça, tant mieux. Mais aujourd'hui, les pays du Sud investissent massivement dans le charbon pour pouvoir avoir accès aux mêmes qualités que nous. Notre rôle, on en discutait tout à l'heure, ça va être d'aider ces pays-là à faire leur transition énergétique. Mais il va falloir les aider financièrement, humainement, techniquement. Il y a un gap technologique. Une centrale à charbon, il n'y a rien de plus simple. Je creuse, je prends du charbon, je balance ça dans un four et ça fonctionne. C'est super fastoche. Mettre en place un parc d'éoliennes ou un réacteur nucléaire, c'est pas le même jeu, quoi. Et du coup, pourquoi il y a plus d'énergie fossile dans le monde encore que de renouvelables? Pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Hein. C'est des raisons essentiellement de prix. Anissa. Les conséquences pour les pays du Sud sont les premiers pays qui vont payer le prix du changement climatique. C'est eux qui vont subir les hautes températures. C'est eux qui vont être les premiers à la source de l'émigration climatique. Donc c'est quand même assez paradoxal que leur développement économique se base sur des énergies fossiles, alors que ce n'est pas du tout leur avenir. La question qu'il faut se poser, c'est la question du transfert de la technologie, parce qu'en France, en Europe, on développe justement on développe nos technologies propres, et en fait, l'idée, c'est un peu qu'ils sautent l'étape de l'énergie fossile pour directement passer à une adoption de l'énergie, par exemple, renouvelable. Les pays du Sud, on parlait tout à l'heure du solaire en disant que ce n'était pas forcément la solution. Et effectivement, parce que le solaire, c'est une énergie qui dépend du soleil. Intermittente. Voilà, intermittente. Et donc, mais là, ce seront peut-être les pays qui pourraient en bénéficier le plus. Donc là, ce qu'il faudrait plutôt étudier, ce serait de nouvelles pistes sur comment est-ce qu'on capture l'énergie solaire, comment est-ce qu'on la conserve avec la technologie sur les batteries, parce que ça, c'est toute autre question, la transition écologique. Et voilà. Prix de l'énergie, en particulier des hydrocarbures qui augmentent, menace de tension sur l'énergie risquant de conduire à des manques à produire. Se dirige-t-on vers un plan Mesmer 2 comme en 1974 ? On va réexpliquer ce que c'est le plan Mesmer, tu le sais Boris? Évidemment, mais je te laisse le dire. Allez, je suis sûre que M. Aucune idée de ce qu'est le plan Mesmer, peut-être Sylvain. On parle de centrales nucléaires. En fait, c'est bon, j'ai retenu mes cours. En fait, le prix des hydrocarbures n'augmente pas. Je l'ai dit tout à l'heure, avec une heure de SMIC, aujourd'hui on se paye 6 litres d'essence. Il y a 50 ans, en 1974, avec une heure de SMIC, on se payait 3 litres d'essence, 2 fois moins. Le prix des hydrocarbures... On était proche du choc pétrolier de 73 aussi. Oui, mais bon, ouais, mais justement. Enfin, non, mais c'était l'après, on était en plein plan Mesmer. Et aujourd'hui, moi je le dis tranquillement, nous, on est capable d'aller chercher des hydrocarbures beaucoup moins chers aujourd'hui qu'à l'époque. Moi, aujourd'hui, on trouve une rentabilité à 25 € le baril de pétrole. Il y a 20 ans, on était à 50. C'est-à-dire que les hydrocarbures en tant que tels sont moins chers aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ce qui coûte cher, c'est la taxe. Hein. Et là, ce n'est pas mon métier, ça. Alors, une question qui revient et qu'on doit vous poser assez souvent, le projet Total en Ouganda. Je vais répondre à la place de mon collègue de Total Énergie. Sur le projet Total en Ouganda ? Hein ? Sur le projet Total en Ouganda ? Oui. Vous êtes tout terrain, Christian, allez-y, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, arrêter l'exploration
arrêter l'exploration de sources d'énergie fossile, en particulier pétrole et gaz. Autant je suis complètement d'accord qu'il faut arrêter tout de suite le charbon, je crois que j'ai été clair tout à l'heure là-dessus. Autant le pétrole et le gaz, je suis désolé, on en a besoin. On en a encore besoin parce que, regardez ce qui s'est passé l'an dernier, on a réduit la production de gaz, on a eu une crise sociale majeure. Donc aujourd'hui, il faut quand même bien réfléchir à si on veut baisser l'offre, par exemple en interdisant Total d'aller à Ouganda pour explorer, exploiter des nouvelles ressources. Il faut bien avoir en tête que quand vous n'ouvrez pas de nouvelles exploitations, vous baissez la production de 5% par an en moyenne. D'accord ? Donc est-ce qu'on est capable aujourd'hui de réduire de 5% la production mondiale de pétrole et de gaz naturel sans avoir une explosion des prix de l'énergie à la pompe et pour le résidentiel, le chauffage. Donc il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas demander simplement au seul secteur des producteurs de réduire l'offre parce que ça va impliquer une crise sociale majeure dans l'ensemble des pays du monde, comme on l'a vu en Europe l'année dernière. Donc il faut, ma proposition, c'est d'avoir une taxe carbone. La taxe carbone, elle a cet avantage c'est curieux, vous n'en avez pas trop parlé aujourd'hui. À la fois l'offre et la demande simultanément. La taxe carbone, c'est pas trop votre truc normalement. La taxe carbone, c'est mon truc. Ah oui. Tout à fait. Je vous taquine, Christian, parce que vous en avez pas mal parlé. J'ai l'impression que c'est votre credo. Je ne peux pas m'empêcher. Oui, je vois ça. Sylvain, c'est bon ? Oui, si j'ai besoin d'un avocat, je contacterai Christian, c'est parfait. Et comme vous êtes le diable, c'est l'avocat du diable. Rajoutez aussi peut-être sur ce projet-là que c'est aussi un projet qui va représenter 15% du PIB du pays et que c'est aussi de la valeur ajoutée et de la richesse pour le pays. Plus que pour nous finalement, et qui va permettre de développer des projets d'énergie renouvelable, et puis qui va permettre d'améliorer l'accès à la santé, à l'éducation et aux infrastructures. Dernière question, 15 secondes. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu éco-anxieux les uns et les autres ? Vous êtes à quel niveau d'éco-anxiété, Anissa ? J'ai foi en l'avenir. Parce que, après, on n'a pas beaucoup parlé, mais sur les énergies renouvelables, par exemple, le coût de l'énergie, le coût de la production de cette énergie a diminué en 10 ans. Donc, si on est à Futurapolis, on peut penser innovation, on peut imaginer que dans les années futures, et avec tous les investissements que réalise Total sur les énergies renouvelables, par exemple, on peut imaginer que ces coûts puissent diminuer dans l'avenir. Donc, pourquoi pas ? Ensuite... Donc nous avons une éco-optimiste. Christian, peut-être parler un peu de la taxe carbone si on a 2 minutes. Oui. Non, on ne parvient pas à mettre une taxe carbone, je suis désespéré. Voilà. Donc éco-optimiste si on a la taxe carbone. Ça marche. Sylvain ? La meilleure façon de ne pas être éco-anxieux, c'est d'agir. Et c'est ce que moi je fais, c'est ce que nous faisons. Et moi je suis éco-optimiste. Allez, on vous applaudit tous les trois. Bravo et merci pour vos échanges. On vous laisse regagner vos places.